Moi, ça ne me gêne pas de dialoguer avec des terroristes dans la mesure où je peux être terroriste moi-même. Alors Jacques Lanzmann, tu as été éditeur avec La Thèse dans Édition Spéciale. Tu as été producteur de cinéma une fois pour Tumak avec Jean-Marie Perrier, rédacteur en chef du journal Lui, parolier de Dutronc, bien entendu, ça tout le monde le sait. Écrivain, tu as fait quoi, une vingtaine de romans? 22 romans. Tu as été journaliste et tu l'es encore, puisque tu es chroniqueur télévision à VSD, et puis sportif, puisque tu es quand même le marcheur numéro 1. Derrière l'éternel. Pourquoi ça s'est arrêté avec Dutronc? Écoute, réellement, je ne sais pas. Parce que c'est un type que j'adore. Aujourd'hui, mais les mômes de 20 ans, de 22 ans, de 24 ans, ils adorent tous les chansons de cette époque. Je crois que ça ne s'est pas arrêté, ça n'a jamais commencé. Ah bon. Et que ça va commencer peut-être. Jacques... qui a vraiment un génie, quoi. Hein. Je pense qu'il faut employer le mot. Il a eu le génie de choisir des textes que je lui ai présentés, de faire de la musique dessus, de les chanter avec la dérision nécessaire. Mais quelque part en lui, il y a eu cette espèce de refus, un espèce de rejet, parce que je crois que pour la première fois, on appelait les présentateurs de radio les disques jockeys à l'époque. Ouais. Et je crois que pour la première fois, on a dit, que c'était en plein lui, je m'occupais de lui, 66, 67 et même 65, c'est une chanson de Lanzmann. Ouais. Et partout à Europe 1, c'était la première fois RTL. qu'un parolier devenait aussi célèbre que le chanteur. Alors je crois que là, il y a eu dans l'inconscient de Jacques un espèce de rejet, un refus. Finalement, on se voyait très peu. Et puis un jour, ils ont fait une superbe démonstration, il n'y a pas si longtemps que ça, très belle chanson, Mère d'une France, Cacapoun, Mouloudji, Trottoir Bidet, et où il m'a montré qu'il n'avait pas besoin de moi. Parce que les paroles, c'est vain, ça ne veut rien dire. Il y a un thème qui est très rémanent dans tous tes bouquins, c'est ta judéité. Et tu as écrit un livre qui s'appelle Tous les chemins mènent à soi. Qui n'avait rien à voir avec la marche, en plus. Ouais. Ça a bien changé. Et tu te dis comme ça, à un moment, je me suis retrouvé en train d'épingler les acteurs juifs, les penseurs juifs, les écrivains juifs, les savants juifs. Et je me suis rendu compte que j'étais en train finalement de délimiter une élite juive comme on aurait pu délimiter une élite aryenne, et que j'étais en train de faire une déportation de l'esprit. Alors, je sais pas, est-ce que tu penses, moi j'avais un ami juif qui me disait ah ben vous, de toute façon, les goïms, vous étiez toujours en train de manger de la viande crue, que nous, on priait déjà dans le temple. Est-ce que tu crois qu'il y a, comme le disait le général de Gaulle, aussi un sentiment de supériorité chez les Juifs? Est-ce que... Non, réellement, un sentiment de supériorité. Non, il y a une supériorité, mais il n'y a pas de sentiment. Non, il y a une supériorité comparative. Hein, comparative, et qui s'explique d'ailleurs très bien, c'est que pendant des siècles et des siècles, on interdisait aux Juifs, dans tous les pays du monde à peu près, les postes clés. Il n'y avait pas de Juifs au poste clé, donc on a commencé à jouer avec l'abstraction. C'est pour ça qu'il y a de très grands musiciens, c'est pour ça, de très grands instrumentistes même. C'est pour ça qu'il y a de très grands écrivains. Et puis tu sais, nous les Juifs, on talmude depuis des millénaires. Et talmuder, c'est interpréter. Or, c'est vrai que nous sommes les rois de l'interprétation et que dans la mesure où on interprète, on est forcément plus intelligent que quelqu'un qui n'interprète pas. Car même si on se trompe, voilà, c'est ça. Dire, oui. Moi, je suis pour l'interprétation, même si je me trompe. Au moins, quand je vois quelqu'un passer, un homme, une fille, l'interprétation de la rue, hein, au niveau de la rue, je veux savoir qui c'est, et je commence à gamberger. Et ça, c'est le Talmud qui nous apporte ça d'une manière tout à fait primaire, d'ailleurs, et ancestrale. T'as jamais eu envie d'être installé en Israël, toi? Écoute, au moment de la guerre d'indépendance, en 1948, j'ai voulu partir puisque j'avais fait la résistance en France. Au lieu d'aller en Amérique du Sud, faire le rat d'Amérique, tu aurais très bien pu aller faire le rat d'Israël. Il s'est passé un truc très bizarre. J'ai été me faire faire, j'ai été donc, je crois que ça s'appelait l'agence juive, je me suis engagé. On m'a dit très bien, vous partez dans 8 jours et en attendant, on va vous faire des piqûres. Et on m'a fait une piqûre
contre je sais plus quoi, la fièvre jaune ou le tétanos. C'était une grosse seringue dans l'épaule et ça s'est infecté. Ah oui. Et ça a déclenché un truc très grave, ça a déclenché une septicémie, c'est-à-dire un empoisonnement général du sang. Si bien que je n'ai pas pu partir, j'étais hospitalisé. Et puis après, je suis tombé amoureux d'une bergère et j'ai voulu aller à l'école justement de berger à Rambouillet et puis ainsi de suite. Tu vois. Mais t'es jamais parti? je ne suis jamais parti, non. J'étais en Israël 5 fois. Alors je me suis engagé pour la guerre des 6 jours. J'ai dû m'engager au 2e jour. Et puis à l'ambassade, comme ils ne me connaissaient pas à l'époque, maintenant ils savent qui je suis, ils m'ont demandé « Est-ce que vous êtes marié ?» J'ai dit oui, j'étais déjà marié 3 fois. Hein. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai dit oui, j'en avais 2 à l'époque. On m'a dit bon, ben écoutez, vous repasserez parce que pour l'instant, nous ne prenons que des célibataires. Ah bon? Alors je suis parti avec des copains, on avait affrété un avion, puis on est arrivé le 7e jour. Est-ce que tu as peur d'une remontée de l'antisémitisme en France? Sérieusement, je veux dire. Bah, sérieusement, elle n'est ni remontée, ni à remonter. Elle est là, elle est latente. Ouais. Elle existe, cela dit peur, plus jamais. Peur. Tu sais, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y avait un mouvement extrémiste très puissant, il existe peut-être, j'en sais rien, un mouvement extrémiste très puissant dans la mesure où il serait très terrorisant, aucun juif ne se laisserait prendre. Sans avoir lui-même des armes à la main. Ça n'existe plus. C'est fini. Et pourquoi? Parce que d'abord, il faut tirer les leçons de l'histoire. Et puis ensuite, il y a Israël qui est là, et la présence d'Israël. Tu sais que nous avons des liens viscéraux avec Israël, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec la politique du gouvernement israélien. Ta lettre à Ibrahim Sousse. Moi, j'ai des liens viscéraux avec Israël. Israël me sécurise et je sécurise Israël. Quand je dis je, c'est une façon de... S'il y avait la guerre entre la France et Israël, le drame. Ouais, j'y ai pensé, tu sais que ça a failli. Au moment où le corps expéditionnaire français était au Liban, il a failli y avoir un clash entre les soldats israéliens et les paras-français. Et là, j'étais vraiment... ça aurait été le déchirement. Alors, j'ai voulu... j'ai téléphoné à quelques copains, des amis, juifs, intellectuels, de grandes vedettes comme Bernard, Henri Lévy et les autres. Et puis mon frère Claude, on s'est réunis chez Bernard-Henri Lévy, je crois qu'il y avait Marécalter, Finkielkraut s'était décommandé, quelques-uns également. J'avais besoin de savoir quelle attitude adopter justement en cas de clash. Et puis on a parlé de tout sauf de ça, ce qui était mieux en fait. Problème. Hein? Problème. Problème, oui. Dans le Moyen-Orient maintenant, tu as écrit dans Libération une lettre à Ibrahim Sousse en disant « Moi, si j'étais palestinien, je serais de l'OLP. » C'est vrai. Mais comme je suis juif, j'aimerais bien que l'OLP reconnaisse Israël. Ouais. C'est le problème quand même. Je veux dire, ces mecs-là, ils sont chez eux autant que les Israéliens. Oui, écoute, tu veux qu'on parle de ça vraiment? Non, ce que je voulais, c'est que tu me dises, par exemple, pour être pratique, qu'est-ce que tu penses? Si j'étais palestinien, je serais de l'OLP parce que je serais conditionné pour être de l'OLP, parce que j'aurais un ennemi qui serait l'Israélien et même les Juifs. Et pendant des décennies et des décennies, on a appris non seulement aux Palestiniens, mais à tous les petits écoliers arabes qu'il y avait un seul ennemi, c'était le Juif. C'était même pas l'Israélien, c'était le Juif. Bon, maintenant, ça se calme, ça se passe un peu. Mais c'est vrai qu'il y a une haine farouche, tenace, une haine qui n'est pas prête de se terminer parce que la violence enchaîne la violence et que la clé est entre les mains de l'OLP. C'est-à-dire que le jour où Arafat... C'est vrai qu'il faut compter avec l'OLP puisqu'apparemment il n'y a pas un autre mouvement qui rembrase un peu... Non, il n'y a pas un autre mouvement aussi puissant que l'OLP. Terroristes, oui, ils sont terroristes. Moi, ça ne me gêne pas de dialoguer avec des terroristes dans la mesure où je peux être terroriste moi-même. Donc ça ne me gêne pas. Seulement ce que j'aimerais, ce que nous aimerions, parce que nous sommes nombreux à vouloir cela, c'est que l'OLP commence par dire, d'accord, on reconnaît l'État d'Israël. On note de notre charte cette clause innommable. Qui est la destruction de l'État d'Israël. La destruction de l'État d'Israël. À partir de ce moment-là, les dirigeants israéliens seront de toute façon piégés.
Ils sont obligés à ce moment-là de reconnaître l'OLP. Dis donc, pour ton prochain bouquin, tu vas passer chez Pivot. Écoute, c'est une guerre là aussi. C'est une petite guerre. C'est la guérilla. T'es le seul qui a osé t'attaquer à Pivot. Ah non, mais il y en a d'autres, mais je sais pas. Non, c'est sûr que je ne passerai pas chez Pivot. Cela dit, c'est un type que j'aime bien et je regarde Apostrophe. Et j'aime bien, mais je lui reproche une certaine mauvaise foi avec moi. On n'a pas le droit de dire à un écrivain, on peut sauter les 100 premières pages de votre dernier roman, en l'occurrence, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était Le Jacquiot, puisque ça faisait la fin du Tétard. La fin du Tétard, vous en avez fait les 100 premières pages de Jacquiot. On n'a pas le droit de dire ça, dans la mesure où on sait, surtout lui doit le savoir, qu'un écrivain écrit pratiquement toujours le même livre, que c'est mon histoire, que c'est ma vie, que j'ai écrit déjà 4 bouquins sur ma vie, sur mon enfance, que j'en écrirai sûrement un autre, et peut-être plusieurs autres. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.